Salut les potes et bienvenue dans ce 7ème épisode de Retour vers la culture. Et aujourd'hui... En même temps, c'était obligé. C'était évident. C'était même chaudement recommandé. La saga Retour vers le futur est un mastodonte filmique et c'est très probablement à mon sens la meilleure saga de l'histoire du cinéma. En es-tu sûr? Aucun des trois films ne dessert la trilogie et chacun triple pèse dans la pop culture. Ils ont tous été scénarisés par Bob Gale, réalisés par Robert Zemeckis et produits par Steven Spielberg. Et le premier film est sorti en 1985, le deuxième en 1989 et le troisième en 90. Les personnages principaux sont interprétés par Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, Christopher Lloyd dans le rôle du Dr Emmett Brown et Thomas F. Wilson dans le rôle de Biff Tannen. Alors je vais vous faire un très court résumé film par film pour présenter la saga aux incultes complets qui ne l'auraient pas vu. Alors, grosso modo, Marty est un lycéen trop cool de 1985, pas très assidu à l'école mais super bon guitariste, et sort avec une nana incroyablement stylée nommée Jennifer Parker, qui change de visage entre le premier et le deuxième film. Bizarre. Mais il est aussi le meilleur ami d'un scientifique un peu timbré mais diablement génial, Doc Emmett Brown, qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Oui, ce personnage chie la classe. Bref, dans le premier film, Marty se retrouve par accident en 1955 et doit faire se rencontrer ses parents pour qu'il tombe amoureux. Dans le deuxième film, c'est cette fois-ci ses enfants qu'il doit aller gérer dans le futur, en 2015, avant de retourner dans son époque en 1985, puis en 1955 parce qu'il y a eu un bug dans la matrice qu'il doit encore aller réparer à l'époque de ses parents. Bref, c'est le zbeul. Puis dans le troisième film, il retourne vers le futur. Non. Le passé, enfin en 1885, dans le Far West quoi, pour sauver Doc d'une mort certaine. Abattu dans le dos pour un différend de $80. Mais je vous rassure, tout finit extrêmement bien. Alors pour analyser cette saga que j'adore par-dessus tout, je vais prendre un peu plus de temps que d'habitude parce qu'il y a quand même vraiment pas mal de trucs à dire. La première chose, c'est que chacun des films de la saga, au moment de sa sortie, a été un carton absolu. Avec ces trois films sortis en l'espace de 5 ans, Gale, Zemeckis et Spielberg ont engendré presque $1 milliard pour un budget de $100 millions. En gros, ils ont fait un bénéfice de 900 millions, ce qui est énorme. Nom de Zeus. Oui, clairement, ça calme. Mais assez parlé de thunes. Intéressons-nous maintenant aux films en eux-mêmes. Le tout premier truc marrant, c'est que la saga aurait pu s'appeler totalement autrement. Sid Sheinberg, un producteur et réalisateur américain qui a accessoirement découvert et fait connaître Spielberg, avait proposé comme titre au film Spaceman from Pluto, qu'on peut traduire par l'astronaute de Pluton. Il jugeait très sérieusement que le titre Retour vers le futur n'était pas assez accrocheur. Spielberg lui a ensuite envoyé un mémo en lui disant « T'es bien gentil avec ta blague, mais tu fermes ta gueule ». Le premier film devant être unique, dans le sens où aucune suite n'était prévue, la fin où Doc dit La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. N'était censé être qu'une blague de la bande à Gale, Zemeckis et Spielberg. Sauf que non, parce que face au succès monumental du premier volet, devenant culte dès sa sortie, et face à la demande très insistante des fans, Zemeckis, Spielberg et Gale ont décidé de réaliser deux autres films qu'ils ont tournés en même temps pour économiser de l'énergie et de l'argent. Et autant dire qu'ils ne sont pas foutus de notre gueule. Parce que quand on voit le nombre de suites qui se viandent, celles qui sont viscéralement merdiques, ou celles qui insultent le film d'origine, clairement le challenge était grand pour nos trois loustiques. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit coucou aux journalistes de l'époque, notamment ceux de Première et de Libération, qui ont qualifié le premier film de navet consternant et ont descendu en flèche Gale, Zemeckis et Spielberg pour leur travail facile et hystérique. C'est vraiment ce qu'on appelle être visionnaire, n'est-ce pas les gars ? On va commencer comme d'habitude par la réalisation de Robert Zemeckis, qui certes n'a rien de très révolutionnaire, parce que tout le monde n'est pas Kubrick, mais qui reste enlevé et franchement bien ficelé avec pas mal de bonnes idées. Parce que ce qui fait la force de la réalisation de la saga, ce sont tous les petits clins d'œil en images qui sont insérés dans le film, et notamment les références culturelles. Pour ça, on va d'abord s'intéresser au tout premier plan des films, la scène d'introduction du premier opus, donc pas besoin d'alerte spoiler. Dans ce plan séquence, la caméra navigue dans le laboratoire du Doc, en mettant en valeur la multitude d'horloges présentes dans la pièce, faisant très clairement référence au rôle principal qu'aura le temps dans cette saga, tout en y insérant un petit clin d'œil au film culte de George Pal de 1960, La machine à explorer le temps. Pause. Là, vous avez un plan sur une photo du Doc accroché aux aiguilles d'une horloge, faisant là encore une référence au film Monte là-dessus de 1923. La séquence continue en nous montrant tout un tas d'inventions à la chaîne que Doc a créées, mais qui ne servent apparemment à rien puisqu'on devine qu'il n'est pas là. Et c'est à ce moment que rentre Marty avec son skateboard. Voilà, c'est ce qu'on appelle une scène d'exposition. Et avec ce plan séquence franchement bien réussi, toutes les clés d'intrigue nous sont présentées avec beaucoup de finesse. Le décor est planté ainsi que les traits de caractère de Marty et du Doc, et l'élément déclencheur avec la découverte de la boîte de plutonium volée. Et quand on se penche un peu plus en avant, on découvre un autre clin d'œil que Zemeckis a inséré dans toute la saga avec l'étiquette sur l'ampli géant faisant référence à Dr Folamour. Et de ça, les trois films en sont truffés. Ces idées de mise en scène sont assez récurrentes dans le cinéma de la bande à Zemeckis, Spielberg, Gale ou encore Coppola et Lucas, qui, ayant grandi avec les films de Marlon Brando ou James Dean, ont toujours cette nostalgie de l'Amérique des années 50. Et quand Marty est en 1955, sa manière de parler, de s'habiller, de se comporter, sont toutes des références directes à ces films-là.
Tiens, pour ceux que ça fait marrer, vous avez sans doute chopé les références à Star Wars et Star Trek, à Jimi Hendrix, à Chuck Berry quand Marty joue de la guitare sur scène dans le premier opus. Mais on peut aussi voir dans le deuxième film un clin d'œil amusant et ironique à l'œuvre de Spielberg, avec Les Dents de la Mer 19, réalisé par son fils, Max Spielberg, à Blade Runner de Ridley Scott, dont certains véhicules ont été réutilisés, ainsi qu'à d'autres références de la pop culture de l'époque, comme Michael Jackson ou le jeu Wild Gunman, ou encore des images du classique Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Enfin, dans le troisième film, on peut relever une allusion à Taxi Driver, ainsi qu'au classique de John Wayne, mais aussi un plan calqué sur Il était une fois dans l'Ouest, toujours de Sergio Leone, quand Marty arrive dans le Hill Valley de 1885. Bref, il y a encore plein d'autres références, mais je vais pas en faire le catalogue. Mais ça montre clairement l'amour et la connaissance qu'ont les trois bonhommes du cinéma. Et ça, franchement, je trouve ça hyper attendrissant. Parce qu'on sent bien que leur art, c'est une vraie passion, et qu'ils essayent de rendre hommage à ceux qui les ont fait rêver étant gamins. Et maintenant, c'est à notre tour de leur rendre hommage, parce que la saga est aussi rentrée par la grande porte dans la culture populaire grâce à 3 choses. Ses acteurs, son ton comique, sans tomber dans l'infantile, et sa musique. Les acteurs sont tous admirablement dirigés par Robert Zemeckis. Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Thomas F. Wilson en tête. Leur prestation est à mon sens absolument parfaite, sans fausse note, toujours adaptée aux personnages qu'ils jouent et aux scènes qui les mettent en valeur. Toujours drôle, parfois touchant, à la limite du cartoonesque sans basculer dans la facilité, le casting est impeccable. Même si du coup, avec la trilogie et son succès, il est impossible de défaire leur image des films. À ce sujet, j'ai 2-3 petites anecdotes à vous raconter sur le casting et le choix des acteurs. À la base, le rôle de Marty McFly devait être confié à Michael J. Fox. Sauf que le garçon était déjà très occupé par le tournage d'une série dans laquelle il était et il ne pouvait pas concilier les deux tournages. Du coup, les réalisateurs et producteurs du film l'ont remplacé par Eric Stoltz, qui a tourné quelques scènes qu'on peut voir dans le making-of, les scènes coupées. Le problème, c'est que sa prestation a été jugée beaucoup trop sérieuse et déprimante pour le film. Il a donc été foutu à la porte pour être remplacé par Michael J. Fox pour le grand plaisir de nos mirettes. En sus, Crispin Glover, l'acteur qui joue le père de Marty McFly, George, dans le premier opus de la saga, a refusé de jouer dans les autres films pour un désaccord de contrat. Il a donc été remplacé par Jeffrey Weissman dans les deuxième et troisième volets. C'est pour ça que le père de Marty, qu'on voit dans le deuxième film, est suspendu à l'envers pour guérir d'un problème de dose qui est médicalement complètement con. Mais scénaristiquement, c'est une putain d'astuce pour cacher le poteau rose. Le poteau rose. Mais c'est grâce à ces choix et ce jeu d'acteurs très juste que le ton de la saga est une vraie réussite. Parce qu'il s'agit pas seulement de 3 films drôles à s'en taper le cul par terre. Oui, c'est super drôle, mais pas seulement, parce que c'est aussi diablement bien rythmé. Bien que je connaisse la trilogie par cœur, la tension de certaines scènes fait encore palpiter mon petit cœur. Quand par exemple Marty doit retourner dans son époque à la fin du premier film, juste avant que la foudre tombe. Ou encore quand Marty et Doc doivent utiliser le train pour retourner en 1985 à la fin du troisième. Et ça, c'est la marque des grands films. Mais il y a aussi des moments plus sérieux, voire durs, qui sont très bien gérés en ce qu'il n'y a jamais d'exagération des sentiments. Et en parallèle de ce ton comique et décalé, c'est aussi un des seuls films qui traite du voyage dans le temps sans se vautrer lamentablement. À tel point qu'il est devenu une référence du genre, et ça, c'est un putain d'exploit. C'est non seulement un film référence sur les voyages dans le temps, mais aussi un grand classique de science-fiction. Et ça, c'est fort. Bon, en revanche, dans le scénario d'origine, et pour des raisons de budget, la machine à voyager dans le temps devait être un frigo. Sauf que les réalisateurs et producteurs du film se sont rendus compte que les enfants étaient tous cons comme des pieds de chaise et allaient probablement tenter l'expérience chez eux dans leur propre frigo. Pour éviter un immense bordel et des millions de procès, ils ont donc opté pour une DeLorean, notamment pour son design futuriste. Alors certes, question scénario, il y a quelques paradoxes et incohérences, comme par exemple le paradoxe du grand-père. Si je remonte dans le temps pour tuer mon grand-père, du coup j'existe pas, parce qu'il a pas pu concevoir mon papa. Ou ma maman. Mais du coup, si j'existe pas, je peux pas remonter le temps pour tuer mon grand-père. Donc, il peut concevoir mon papa ou ma maman. Donc j'existe. Donc je remonte le temps pour tuer mon grand-père. Donc après, j'existe pas. Du coup, si j'existe pas, je peux pas remonter le temps. Et si... t'as compris ? Parce que moi, pas trop. Il y a aussi le paradoxe de l'écrivain quand Marty McFly joue Johnny B. Goode sur scène, chanson originalement composée par Chuck Berry. Mais donc, qui a composé cette chanson à l'origine, puisque dans le film, Chuck Berry s'inspire de Marty pour écrire la chanson. Bref, c'est chaud. Mais d'autres points secondaires de la trame narrative sont parfaitement respectés dans la cohérence temporelle des films, alors que la plupart sont assez discrets, et je vous laisse le soin de les découvrir. À ce sujet, n'étant pas du tout moi-même un spécialiste de la question, bien que ça me passionne vraiment, si vous vous intéressez au voyage dans le temps, je vous conseille l'excellente vidéo d'Y penser, qui le traite avec beaucoup de simplicité et une pointe d'humour bien dosée. Dédicace à toi, Bruce. Et malgré ce ton comique et décalé des films, les sujets que traite la saga sont quand même plutôt balèzes. Par exemple, grâce à la scène d'introduction dont je parlais tout à l'heure, on comprend très vite le thème des films, ainsi que l'amitié et le lien qui unissent Marty et Doc. Doc Brown est obsédé par le temps et l'espace, comme le montre cette scène introductive ou encore les nombreuses références qu'il fait à Jules Verne et au voyage dans l'espace. Il veut pouvoir contrôler le temps, le manipuler, en faire ce qu'il veut pour découvrir ce qu'il veut découvrir,
mais aussi comme pour repousser son inévitable mort, qui survient quand même 2 fois en 3 films. Il refuse son avenir, il refuse de vieillir, un peu comme Peter Pan. C'est en ça que pour moi, Doc est un savant, Eddie Malou, mais aussi un enfant par son comportement. Parce que dans toute la saga, c'est Marty qui a le rôle de l'adulte, et Doc celui de l'enfant. Et c'est particulièrement visible dans le 3e film quand Doc tombe amoureux de Clara et agit comme un enfant capricieux alors que Marty essaye de le raisonner. Et ça, c'est aussi accentué par le voyage initiatique super couillu que Marty fait pendant les 3 films. Parce que franchement, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il doit affronter. Je vous rappelle que Marty a 17 ans pendant la saga, et dans le premier film, il doit se charger de faire tomber amoureux ses parents qui sont en pleine crise d'adolescence, dans le 2e film, il doit s'occuper de ses futurs enfants qui ne sont pas encore nés et qui font de la merde, puis empêcher son rival de mener ses plans à bien, et dans le 3e film, il doit récupérer Doc pour le sauver d'une mort certaine alors que celui-ci fait inconsciemment tout pour l'en empêcher. C'est quand même plutôt balèze comme programme, mais on parle d'un lycéen fan de rock qui est poussé malgré lui à faire des choix que même des adultes normaux n'auraient pas à faire. Marty, c'est donc tout l'inverse du Doc. C'est un enfant adulte, mais en qui tout le monde peut se reconnaître. Parce qu'au début, c'est un jeune cool et rocker qui a une vie tout à fait normale, mais dont les parents sont des indécrottables losers. Puis ses parents deviennent clairement aisés, et il doit faire sans cesse des choix pour lutter contre le destin pourri qui l'attend. Au fur et à mesure de la saga, on le voit grandir et mûrir, et à la fin, il prend des décisions qu'il n'aurait jamais prises au début. Et ça, c'est un voyage initiatique très salvateur. Et tous ces thèmes d'homme-enfant ou d'enfant qui grandit trop vite sont des thèmes qu'on retrouve un peu partout dans la filmographie de Spielberg. C'est fou ce que le monde est bien fait. Et enfin, la cerise sur le McDo, le coup de grâce de la saga, le pompon sur le bonnet, c'est la tuerie auditive qu'est la bande-son. Composée par Alan Silvestri, Huey Lewis et les ZZ Top, la musique du film est devenue iconique, une référence du genre utilisée un peu partout et connue dans le monde entier. Silvestri s'est occupé du thème principal et des mélodies symphoniques, mais là où d'autres films se seraient risqués à créer des musiques futuristes ou rétro, sans garantie de réussite, Silvestri ne l'a pas fait, se contentant de choisir des morceaux cultes pour chaque époque, avec des classiques rock des années 50 et du Michael Jackson pour les années 2015. Les années 1950 sont une période charnière de la musique avec la naissance du rock qui ponctue toute la saga, mais aussi des mœurs américaines avec l'ascension des adolescents comme un élément culturel important de la société. Et ça, les thèmes musicaux l'ont très bien saisi, puisque Huey Lewis, qui fait un caméo plein d'ironie dans le premier film, a composé les 2 morceaux rock référence du premier opus, à savoir Back in Time et The Power of Love. Et en 1985, le groupe de Huey Lewis était encore tout jeune et commençait à peine à monter en popularité, ce qui montre vraiment le pari gagnant de Gale, Zemeckis et Spielberg en donnant leur chance à des jeunes talentueux. Les ZZ Top, enfin, ont participé au 3e film, dans le western, dans lequel ils font eux aussi un caméo, et font un excellent boulot avec Silvestri grâce à leur influence rock, country et folk. L'univers très dense que la saga a réussi à créer a fini par la dépasser, ce qui montre à quel point elle est profondément ancrée dans la culture populaire, comme Star Wars par exemple, et elle peut prétendre au titre de meilleure saga de l'histoire. En 3 films, on est projeté dans 4 époques différentes, 1885, 1955, 1985 et 2015. Et pour différentes raisons, représenter chacune de ces époques était un sacré challenge, surtout 2015. Parce que, oui, aujourd'hui, maintenant qu'on vit dans cette période, on se dit que la vision fantasmée de Retour vers le futur 2 sent bon les diodes, les survêtements à pression et la mode cheapos des années 80. Alors oui, aujourd'hui, on n'a toujours pas de sono-inducteur par projection non alpha. Ou de météo fiable d'ailleurs. Mais c'est voir le verre à moitié vide, parce que la saga a eu des côtés visionnaires en ce qu'elle a prédit l'arrivée de certains trucs, et surtout parce que des sociétés développent aujourd'hui des trucs que la saga a créés, de toutes pièces, parce que c'est Retour vers le futur. Le hoverboard, qui a été développé par une société américaine qui a versé des millions de dollars et dont voici quelques images, les chaussures autolassantes de Nike, que le groupe va commercialiser ce mois-ci et que j'achèterai très probablement malgré leur look douteux, la bouteille de Pepsi Parfait, que le concurrent de Coca va commercialiser encore cet automne, ou enfin le faux trailer des Dents de la Mer 19 qui circule aujourd'hui sur le net et réalisé avec beaucoup d'humour. C'est pour vous dire à quel point la trilogie est ancrée dans la culture, et même Ronald Reagan a cité une phrase du premier film dans un de ses discours. Dans le premier film, Doc Brown se moque de Ronald Reagan, apprenant par Marty en 1955 qu'il deviendra président des États-Unis d'Amérique fuck yeah. Mais le président américain a tellement apprécié la référence qu'il a retourné la faveur au film lors de son discours sur l'état de l'Union en 1986. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Le bougre avait quand même une sacrée autodérision. Combien de films peuvent prétendre avoir une dédicace aussi stylée et à ce niveau-là ? En ce qui me concerne, j'ai littéralement grandi avec ces films. Et je ne remercierai jamais assez mes frères et sœurs de me les avoir fait découvrir. Mais quand je dis que j'ai grandi avec, c'est vraiment le cas, hein. C'est pas du tout de l'hypocrisie. Parce que c'est probablement grâce à Marty que j'ai fait du skate pendant mon adolescence, grâce à lui que j'ai joué dans un groupe de rock, que j'adore le rock, le hard et leurs dérivés aujourd'hui,
Et c'est grâce à ces films que les voyages dans le temps me passionnent, et c'est très probablement aussi grâce à eux que le cinéma me passionne également aujourd'hui. Entendez-vous, messieurs Gale, Zemeckis et Spielberg, je vous aime juste pour ces films. Mais nous aussi, ma gueule! La saga Retour vers le futur a marqué des générations. Que ce soit toi, Jean-Kévin, 14 ans, support Challenger 500 LP dans League of Legends, ou toi, Bernard, 70 ans, retraité dont les nains de jardin font la fierté, vous avez tous entendu parler de cette saga. À moins que vous ayez vécu dans une grotte depuis les 30 dernières années, et à part cette vidéo, je peux pas faire grand chose pour vous. Pour terminer cette chronique, je vous invite tous vivement à regarder jusqu'à votre mort cette saga, parce que je vous promets qu'elle ne vous lassera jamais et que vous passerez toujours d'excellents moments. Et, une fois n'est pas coutume, je préfère regarder le film et la saga en VF, parce qu'elle est vraiment d'excellente qualité. Après ça reste un avis très personnel, parce que typiquement, Alexandre n'est pas d'accord avec moi. Si je ne vous ai pas convaincu que cette saga est la meilleure de l'histoire, allez la voir ou la revoir pour vous faire votre avis. Mais là où vous serez d'accord, c'est que le film est excellent en ce qu'il vous fait rire tout en utilisant votre cerveau. Et ça, c'est un divertissement qui vous tire vers le haut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir écouté déblatérer toutes nos conneries. En ce jour anniversaire, ce jour mémorable du 21 octobre 2015, on peut souhaiter la bienvenue à Marty et à Doc dans notre présent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Et puis vous pouvez toujours aussi faire un petit tour sur Facebook et Twitter, ça nous fera vraiment plaisir. Sur ce, amis du bon goût et de la culture, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Way down in Louisiana, down in New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well. He could play a guitar just like he's ringing a bell. Go, go, Du coup, go, Johnny, go. eh ben j'existe, parce qu'il a pu concevoir mon papa et ma maman. Ou ma maman, plutôt. Non merde, attends. C'est très dur. Parce que de le faire en mode normal, c'est quand même beaucoup plus simple. Attends, vas-y, je le refais.